Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Céline Pajon et Marc Julienne. Céline est responsable de la recherche sur le Japon et l'Indo-Pacifique au Centre Asie de l'IFRI, tandis que Marc dirige ce centre. Céline a publié récemment une note de l'IFRI intitulée « Japon, le raz-de-marée Takaichi et le nouveau visage du pouvoir ». Quant à Marc, il revient justement du Japon, où il a effectué un séjour de recherche. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marc. Bonjour Marc. La note de Céline Pajon intervient dans un contexte politique renouvelé, après l'arrivée au poste de Premier ministre en octobre 2025 de Sanae Takaichi, qui a rapidement convoqué des élections anticipées, largement remportées par sa formation, le Parti libéral-démocrate ou PLD. Pourriez-vous, s'il vous plaît Céline, nous présenter le parcours de Sanae Takaichi et le positionnement du PLD ? Oui, tout à fait Marc. Alors il faut vraiment insister sur le fait qu'il s'agit d'une victoire véritablement historique pour le Parti libéral-démocrate. Il a décroché 2/3 des sièges à la Chambre basse et c'est une première depuis les années 1950. Donc c'est un résultat vraiment spectaculaire qui est en fait attribué à la personnalité de cette première ministre Sanae Takaichi. Il faut dire qu'elle détonne particulièrement dans le paysage politique japonais. D'abord, c'est une femme, donc c'est assez rare au Japon d'avoir des femmes à ce niveau de responsabilité politique. Il n'y en a pratiquement pas. On peut penser à la gouverneure de Tokyo, qui est une figure populaire également. Mais elle, c'est la première femme à devenir donc Premier ministre au Japon. Autre particularité, elle n'est pas issue d'une dynastie politique. En fait, c'est le cas d'un tiers pratiquement des députés japonais aujourd'hui. Donc, elle s'est faite toute seule. C'est une self-made woman. Et elle est issue de la classe moyenne et elle a vraiment travaillé pour en arriver là. Donc, ça, c'est une image particulièrement positive qu'elle renvoie aux jeunes. Et ce qui marque également pour Sanae Takaichi, c'est sa personnalité. Son style qui est très flamboyant. En fait, c'est une ancienne batteuse dans un groupe de hard rock, une ancienne karatéka, une ex-présentatrice de télé. Donc, elle maîtrise tous les codes de la communication. Elle est très présente également sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est quelqu'un qui passe très bien dans les médias et qui sait parler à la jeunesse. Tant et si bien que vraiment, quand on regarde les chiffres, il y a une très grosse partie plus de 90% en fait, des moins de 30 ans au Japon qui ont voté et qui soutiennent Sanae Takaichi. Donc, on a même parlé d'une Sanamania. Même sur les réseaux, voilà, les jeunes japonaises achètent son sac à main qu'elle traîne partout. Enfin, voilà, c'est quand même un phénomène très particulier. Et dans le même temps, elle a réussi à rassurer un électorat plus âgé et conservateur, puisqu'elle s'inscrit dans la ligne politique de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, qui est resté 8 ans au pouvoir, très populaire lui aussi, et plutôt sur une ligne nationaliste qui soutient un Japon plus fort, et notamment avec plus de capacités militaires. Oui, parce que Shinzo Abe, comme vous venez de le souligner, est resté longtemps au pouvoir, mais après, on a eu une forte instabilité. Et donc là, j'imagine que les électeurs espèrent retrouver de la stabilité. Tout à fait. Alors effectivement, après Shinzo Abe, il est parti, il a démissionné pour des raisons de santé en 2020. Et depuis, on a vu se succéder 4 premiers ministres au pouvoir. Et c'est ça aussi dans une crise dans un contexte de crise en fait du Parti libéral-démocrate qui a été affaibli par des scandales à répétition. Il y a eu ces affaires de liens entre les politiques et la secte Moon. Il y a eu des scandales de corruption, de fraude fiscale, etc. Donc vraiment, le Parti libéral-démocrate aujourd'hui, maintenant il est renforcé, mais pendant une longue période, il a été extrêmement affaibli. Il avait perdu en fait sa majorité dans les 2 chambres du Parlement. Et à l'automne dernier, il avait même perdu son partenaire de coalition traditionnel qui s'appelle le Komeito, qui est un parti d'obédience bouddhiste et plutôt centriste. Donc voilà, très très affaibli. Et puis finalement, avec Takaichi, elle a réussi à bien rebondir, à transférer en fait cette popularité quelque part personnelle à son parti.
Et elle a réussi également à rebondir à capter en fait des élans, une mouvance un peu populiste qu'on a vu s'affirmer au Japon depuis l'été dernier. Et elle est rentrée dans un nouvel accord de coalition avec un parti qui s'appelle le Parti de l'innovation du Japon, qui est plus à droite. Donc voilà, ce qu'on voit aujourd'hui au Japon, c'est un retour à la stabilité politique, mais avec un ancrage en fait plus à droite qu'il n'était. Si je vous comprends bien, le PLD, c'est du centre droit. C'est du centre droit, voilà. C'est un parti historiquement attrape-tout, donc ça va très très large. Ça va du centre à vraiment quasi de l'extrême droite, on va dire. Dans les débuts de Sanae Takaichi, il y a eu en politique extérieure quelque chose de frappant, c'est la crise avec la Chine autour de la question de Taïwan. Alors là, je passe la parole à Marc Julienne, qui est justement spécialiste de la Chine et de Taïwan, qui a d'ailleurs aussi récemment fait un séjour de recherche là-bas. Quelles ont été les raisons et les principales étapes de cette crise entre Tokyo et Pékin ? Alors effectivement, c'est une crise très significative dans la relation bilatérale et qui est d'ailleurs peut-être pas sans lien avec le raz-de-marée dont parle Céline dans les urnes, puisque Sanae Takaichi, qui avait une très forte popularité, finalement, le fait qu'elle ait tenu tête ces derniers mois, depuis le mois de novembre, à la Chine, a sans doute contribué à sa popularité. Ce qui s'est passé, donc, c'est que le 7 novembre, elle venait d'arriver au pouvoir, s'exprimant devant le Parlement japonais, elle a fait cette déclaration que je cite. Si cela implique donc une action de la Chine dans le détroit de Taïwan, si cela implique l'utilisation de navires de guerre et le recours à la force, alors, quelle que soit la manière dont on considère la situation, cela pourrait constituer une menace pour la survie du Japon. Et le terme survie du Japon n'est pas anodin, il fait référence justement à la doctrine de défense japonaise qui implique que si la survie du Japon est impliquée, alors le Japon peut se défendre avec des moyens militaires. Je rappelle que le Japon, d'après sa constitution et son article 9, n'a pas d'armée, mais il a des forces d'autodéfense, et donc qu'il peut utiliser justement qu'en manière d'autodéfense. Et donc là, Sanae Takaichi considère que l'usage de la force par la Chine dans le détroit de Taïwan mettrait en cause justement la survie du Japon. Alors évidemment, ça a provoqué l'ire de Pékin, qui a réagi extrêmement vigoureusement avec des mesures de rétorsion économique notamment, la désincitation des Chinois à aller faire du tourisme au Japon, voire l'interdiction pour les groupes d'aller faire du tourisme au Japon. D'ailleurs, on a eu les chiffres de janvier qui effectivement ont vu une chute de 60% des touristes chinois au Japon par rapport à janvier de 2025, mais aussi la réinterdiction, parce que en fait c'était déjà le cas pendant de nombreux mois, de l'importation de produits de la mer venant du Japon, et la menace, puisque pour le moment il semblerait que ça n'a pas vraiment été mis en application, mais la menace de coupure d'exportation de terres rares vers le Japon, et on sait que le Japon, dont l'économie repose sur l'industrie technologique, est très dépendante des terres rares chinoises. Il y a aussi eu une offensive chinoise en termes de récits et de propagande, y compris à l'égard de partenaires du Japon, des Nations Unies et des États-Unis, en remettant au goût du jour le militarisme japonais, en accusant le Japon de revenir vers un militarisme du milieu du XXe siècle, avec justement, peut-être que Céline en ajoutera un mot sur ce point, avec là les réformes de défense que Sanae Takaichi a annoncées et s'apprête à entreprendre. Alors ce discours sur le militarisme japonais ne semble pas vraiment prendre, en tout cas au sein des membres du G7, au sein des partenaires et alliés du Japon. En tout cas, c'est ce que me disaient mes interlocuteurs au Japon récemment. Mais c'est vrai que dans les pays du Sud, il y a peut-être qu'il y aura une plus grande perméabilité à ce discours-là. Il y a eu une seconde déclaration de Sanae Takaichi fin janvier, le 27 janvier, où, dans un débat dans le contexte de la campagne électorale, a dit que s'il y avait cette crise justement dans le détroit de Taïwan et qu'il y avait un risque pour les ressortissants japonais et aussi américains à Taïwan, il faudrait aller les secourir, et le Japon ne pourrait pas laisser les Américains se charger de cette tâche-là, et que si jamais le Japon n'était pas aux côtés des Américains, à ce moment-là, ce serait la fin de l'alliance. Donc de nouveau, c'était de dire qu'une crise à Taïwan ou dans le détroit ne pourrait pas laisser le Japon en dehors de cette crise. Alors la Chine a aussi montré sa colère parce qu'elle considérait que c'était un changement de politique au Japon. Et là, tout le monde est unanime
au Japon et dans la communauté stratégique, mais d'ailleurs je crois qu'en Europe aussi, d'après les interactions récentes que j'ai eues, c'est que non, effectivement, il n'y a pas de changement de politique, il n'y a pas de changement de doctrine avec Sanae Takeshi à l'égard de Taïwan ou à l'égard de la Chine. En réalité, dès 2021, il y avait eu des déclarations du ministre de la Défense, du vice-premier ministre, pour dire que la sécurité du Japon dépendait de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Donc c'était peu ou prou le même discours, c'est de dire que le Japon ne peut pas se désintéresser, ne peut pas ne pas être impliqué dans le cas d'une crise dans le détroit de Taïwan. Si je puis me permettre quand même sur ce point, il y a une différence entre évoquer la sécurité ou évoquer les ressortissants et évoquer la survie du pays. Est-ce que quand même il n'y a pas une différence de nuance? Et puis qu'est-ce qui justifie objectivement, cette interprétation du fait qu'une crise à Taïwan impacterait la survie potentielle du Japon, ce qui est quand même très, très fort? Le terme en fait, de survie, ça fait référence, spécifiquement à une terminologie juridique, à une loi en fait qui a été votée en 2015. Ça apporte une nuance en fait à la constitution japonaise, mais la constitution n'a jamais été, touchée encore. Donc c'est vraiment une loi de 2015 qui a été, poussée par le premier ministre Shinzo Abe à ce moment-là et qui est liée aux conditions dans lesquelles le Japon peut rentrer dans une, légitime défense collective. Donc en fait, ça implique que, le Japon puisse faire intervenir ses forces, armées en soutien à une intervention américaine, dans le détroit de Taïwan. Voilà, ça c'est vraiment c'est une des conditions explicitées. Et donc c'est la première fois qu'une première ministre, qu'un officiel japonais explicite, cette condition aussi clairement dans une instance publique. Et c'est pour ça que la Chine a protesté. Mais c'était, évidemment, un scénario qui était, tout à fait, envisagé et discuté au Japon, depuis longtemps. Mais c'est vraiment lié à cette loi, en fait, d'autodéfense collective de 2015. Il y a effectivement une nuance entre survie et sécurité, d'autant que survie fait référence à la législation japonaise, mais le fait est que depuis 2021, il y avait une compréhension très aiguë de la part du gouvernement japonais, mais aussi du Parlement, de la communauté stratégique, que toute crise dans le détroit de Taïwan impliquerait directement le Japon, et pour une raison géographique qu'il est très facile de comprendre, mais qu'on oublie parfois, c'est qu'en réalité, l'archipel japonais s'étend quasiment jusqu'à Taïwan. La dernière île du Japon, Yonaguni, est à une centaine de kilomètres des côtes taïwanaises. Et les Japonais s'en étaient rendus compte de manière extrêmement vive quand, en août 2022, la Chine, après la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, s'était rendue à Taïwan. La Chine avait lancé un exercice militaire de très grande ampleur d'encerclement de Taïwan, avec tir de missiles balistiques de toutes parts, au nord, au sud et de l'autre côté de l'île de Taïwan, dont certains de ces missiles balistiques étaient retombés dans la zone économique exclusive du Japon. Donc c'est là où c'était peut-être une erreur d'ailleurs tactique de la Chine. Le fait est que si ce n'était pas un exercice, là le Japon aurait pu se considérer attaqué. Et ensuite, effectivement, il y a la question des ressortissants qui sont à Taïwan, mais qui sont aussi sur les îles qui sont vraiment tout proches de l'île de Taïwan. Pour se défendre face à la Chine, le Japon compte évidemment sur sa propre défense et la nouvelle première ministre veut d'ailleurs renforcer la propre défense japonaise, mais également sur le soutien des États-Unis. Et je crois qu'il faut qu'on parle de la relation là, entre Tokyo et Washington. Donald Trump s'est rendu à Tokyo en octobre 2025 et Sanae Takaichi ira à Washington en mars. Alors quel est l'état de la relation entre les deux dirigeants ? Oui, en fait, Sanae Takaichi a reçu Donald Trump seulement quelques jours après son élection, après son arrivée au pouvoir. Alors, il y a eu pas mal d'anxiété, beaucoup d'attentes autour de cette visite. Et finalement, elle a réalisé un sans faute diplomatique. Ça s'est plutôt très, très bien passé. Alors, en fait, ce qu'essaye de faire Takaichi, c'est vraiment, elle s'inscrit en fait dans la lignée de ce que ses prédécesseurs ont tenté de faire depuis Shinzo Abe, c'est-à-dire de montrer, de persuader, convaincre les États-Unis que le Japon est un allié absolument incontournable et que ça vaut le coup que les États-Unis restent engagés auprès du Japon et pour la sécurité de l'Asie du Nord-Est. Tokyo est toujours, même s'il renforce effectivement ses propres capacités, est toujours extrêmement dépendant des États-Unis pour sa défense. Donc l'alliance de sécurité, c'est vraiment vital.
pour lui, d'autant qu'il y a une détérioration de l'environnement de sécurité, on le sait, et le Japon, aujourd'hui, il fait face à un triple front nucléaire et autoritaire avec la Chine, la Corée du Nord et la Russie. Donc, à mon sens, l'approche de Takaichi, c'est de jouer un peu sur 3 dimensions, sur 3 volets. Le premier volet étant la relation personnelle. Comme, son mentor, Shinzo Abe, avant elle tente d'avoir une relation de connivence, un lien privilégié avec Donald Trump. Donc on a vu, tout ça qui a été très mis en scène pendant la visite, de Trump, avec des flatteries, très 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 assumées, de la part de Takaichi, des photos des 2 dirigeants dans l'hélicoptère présidentiel, un discours qui a été prononcé, sur le pont du porte-avions américain, USS George Washington, pardon. Et donc là, tout ça, c'était pour montrer vraiment qu'il y a un canal clair, direct, au sommet de l'État, privilégié entre les deux dirigeants. Le deuxième volet, c'est le renforcement de l'alliance de sécurité. Et là, Takaichi, effectivement, accélère fortement, puisque l'investissement dans les forces armées japonaises, les capacités militaires japonaises est l'une de ses priorités. Elle a déjà annoncé qu'elle portait le budget de la défense du Japon à 2% du PIB dès cette année. Donc ça, c'est une promesse qu'avait faite son prédécesseur Fumio Kishida en décembre 2022. Lui, il avait promis de doubler le budget de défense du Japon de 1% à 2% du PIB, mais d'ici 2027. Donc, elle a la beau jeu de dire, voilà, moi, je le fais en anticipant et je vais aller encore plus loin. Donc, on ne sait pas exactement jusqu'où elle pourra aller, mais elle a cette volonté forte. Elle a déjà prévu également d'actualiser les stratégies de sécurité nationale et de défense japonaises et en particulier d'assouplir certaines normes qui ont été adoptées dans l'après-guerre et notamment celles qui interdisent au Japon de produire, d'acheter ou d'héberger sur son territoire des armes nucléaires. Et donc ça a fait pas mal parler. Alors, il ne s'agit pas pour le moment du tout pour le Japon de se doter de l'arme nucléaire, mais plutôt d'ouvrir la possibilité éventuellement de pouvoir stationner sur son territoire des capacités nucléaires américaines à des fins de dissuasion. Mais ça, c'est toujours en discussion. On verra dans les prochains mois si c'est adopté ou non. Enfin, le troisième volet de l'approche de Takaichi, c'est renforcer l'interdépendance avec les États-Unis sur tous les plans, donc sur le plan militaire, simplement pour rappeler que le Japon achète massivement des équipements américains. Mais l'effort porte aussi sur l'économie. Donc le Japon est déjà en fait le premier investisseur étranger aux États-Unis. Et en fait, dans le cadre d'un accord conclu avec l'administration Trump l'été dernier pour permettre un abaissement des tarifs douaniers à 15%, le Japon s'est engagé à investir plus de 550 milliards de dollars aux États-Unis. Donc, c'est énorme. Et les premiers projets d'investissement vont être conclus et signés lors de la visite de Takaichi à Washington le 19 mars prochain. Mais on parle déjà d'investissements majeurs dans les secteurs de l'énergie et des minerais critiques. Quand on parle des États-Unis dans la zone, il faut revenir, je pense, sur les relations entre Washington, Pékin et puis Taïwan. Et là, Marc Julien, vous êtes spécialiste du sujet. Vous venez de co-signer avec Peter Chu, un chercheur taïwanais, un briefing de l'IFRI sur la politique taïwanaise des États-Unis. Alors, que peut-on dire de cette politique sous l'administration Trump 2 ? Oui, alors on a publié ce briefing un peu pour contribuer au débat qui a lieu depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche sur la question du soutien américain, du soutien de Donald Trump à Taïwan ou non. Est-ce qu'il est remis en question ? Et c'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question. Encore ces dernières heures, Donald Trump a fait des déclarations comme quoi il avait discuté, échangé avec Xi Jinping concernant des ventes d'armes américaines à Taïwan, alors que depuis les années 80 et le président Reagan, il y avait eu un engagement tacite des Américains auprès des Taïwanais de ne jamais consulter la Chine sur ce type de transfert d'armement. Donc là, il y avait une possible remise en question de la politique taïwanaise des États-Unis. Néanmoins, nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que en fait, on ne peut pas sonder l'esprit, et peut-être heureusement, de Donald Trump. Donc, la vérité, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il pense de Taïwan. En revanche, si on élargit un petit peu la focale, et on peut comprendre qu'en fait, il n'est pas le seul
tout à fait aux commandes, et en particulier sur la question de Taïwan. Autour de lui, il a une administration qui est en majorité quand même très en soutien, très en faveur de Taïwan, même si, effectivement, sur l'exécutif, c'est quand même lui qui décide en dernier ressort. Au-delà de son administration, il y a aussi le Congrès, qui historiquement a été très en faveur de Taïwan. Le Taiwan Relations Act de 1979 qui régit, qui encadre les relations bilatérales, c'est le Congrès qui l'a voté pour contraindre l'exécutif à entretenir des relations avec Taïwan, y compris fournir des capacités de défense. Aujourd'hui encore, et depuis le retour de Trump au pouvoir, le Congrès est extrêmement proactif, avec des propositions de loi, dont une d'ailleurs a été votée par les deux chambres et signée par Donald Trump au mois de décembre, qui oblige le département d'État à faire un bilan régulier de l'état de la coopération avec Taïwan pour démontrer au Congrès qu'il n'y a pas de baisse de coopération. Il y a d'autres projets en cours, l'un sur la résilience de Taïwan en matière d'énergie, qui est la principale vulnérabilité du territoire, et donc si cette loi était votée et entrée en vigueur, à ce moment-là, les États-Unis auraient pour obligation de soutenir, de fournir de l'énergie à Taïwan. Un autre projet, c'est sur les coopérations dans le domaine spatial entre la NASA et l'agence spatiale taïwanaise. Bref, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a actuellement plusieurs projets de loi qui sont des lois, il faut le rappeler, bipartisanes, toujours proposées par des sénateurs ou des représentants démocrates et républicains. Là-dessus, il y a eu un très clair consensus bipartisan. Et le troisième acteur que l'on a identifié, c'est l'industrie de la tech. Et on a vu ces derniers mois Nvidia établir un siège à Taipei, on a vu Amazon établir un nouveau centre de recherche et développement, Google de la même manière, donc il y a des investissements importants, et dans la course mondiale à l'IA, les industriels de la technologie américains ne peuvent pas se passer de Taïwan. Et donc, on ne sait pas ce que Donald Trump pense de Taïwan, en revanche, on sait à peu près qu'il écoute un petit peu quand même les grands financiers et les grands patrons, les grands capitaines d'industrie. Et là, on sait qu'il y a, de manière unanime, en mettant Tesla peut-être et Elon Musk de côté, dans l'industrie de la tech, il y a vraiment une dépendance à Taïwan, et donc sans doute un lobby pro-Taïwan vis-à-vis de la Maison-Blanche. Il y a aussi eu, me semble-t-il, en sens inverse, des investissements de TSMC, le fabricant de semi-conducteurs taïwanais, aux États-Unis. Exactement, et ça pourrait être un argument pour dire que les États-Unis cherchent à s'émanciper de TSMC à Taïwan, mais en réalité, à moyen terme, les États-Unis auront toujours besoin de Taïwan, puisque les usines de TSMC aux États-Unis ne permettront pas aux États-Unis d'être indépendants en matière de semi-conducteurs. Revenons au Japon et à la politique étrangère de Sanae Takaichi, qui cherche à diversifier les partenariats. Les États-Unis resteront centraux, évidemment, mais il y a une diversification des partenariats en Asie, et puis ça pose aussi plus largement la question de la nature des relations, de l'évolution des relations entre le Japon et l'Europe. Oui, tout à fait. Cette diversification des partenariats stratégiques, ça s'inscrit aussi en fait dans la continuité de la politique japonaise depuis plus d'une décennie. L'objectif, c'est vraiment pas de remplacer l'alliance américaine, ils ne sont pas là du tout, mais plutôt d'élargir les marges de manœuvre de Tokyo. Donc le Japon s'est plutôt tourné d'abord vers les grandes puissances, les grands voisins de l'Indo-Pacifique, et notamment l'Australie et l'Inde, avec lesquels la coopération sécuritaire est particulièrement développée. D'ailleurs, Tokyo va vendre 11 frégates de surveillance de classe Mogami à l'Australie. Et je le mentionne parce que c'est un contrat historique. C'est le premier grand succès à l'international de l'industrie de défense japonaise. Il faut rappeler que pour des raisons constitutionnelles, jusqu'en 2014, les exportations d'armement étaient quasiment interdites au Japon. Donc le marché pour ces entreprises était limité aux seules forces d'autodéfense japonaises. Donc c'était très, très petit. Mais il y a eu des assouplissements, donc à partir de 2014, et aujourd'hui, le gouvernement de Takaichi veut aller encore plus loin et faciliter encore ces exportations d'équipements et de technologies de défense. Donc il faut s'attendre dans les prochains mois, les prochaines années, à voir cet acteur assez nouveau finalement sur le marché international prendre peut-être plus de place. Une autre région très importante pour le Japon, c'est l'Asie du Sud-Est. Le Japon est traditionnellement très présent. Sur le plan économique, il a investi beaucoup dans les infrastructures via son aide au développement. Et puis aujourd'hui, il joue un rôle central dans les chaînes de production régionales.
Mais c'est aussi devenu en fait un fournisseur de sécurité ces dernières années, avec notamment beaucoup de contributions au renforcement des capacités de sécurité maritime de plusieurs pays de la région, en particulier quand on pense aux tensions, bien entendu, liées aux différents territoriaux en mer de Chine méridionale, avec la Chine, entre plusieurs de ces pays et la Chine. Plus globalement, le Japon cherche à se positionner comme un pont, en fait, entre les pays du Sud global et les pays occidentaux ou les pays développés. Donc, on a vu les dirigeants japonais multiplier, en fait, les voyages dans les grands émergents sur plusieurs continents. Plus proche de lui, avec la Corée du Sud, en fait, on a vu un rapprochement remarquable s'effectuer depuis 2023. Alors, pendant longtemps, évidemment, on connaît l'histoire compliquée entre ces deux voisins. Donc, il y a eu des différends historiques et territoriaux qui ont freiné toute coopération stratégique très approfondie. Alors que, quand on regarde sur le papier, effectivement, il y a beaucoup d'intérêts communs et de points communs. C'est deux démocraties, deux alliés des États-Unis. Ils font face à des menaces communes, mais toutefois, on n'arrivait jamais à construire quelque chose une relation très solide. En réalité, ça a commencé avec une impulsion américaine, en fait, qui a poussé un petit peu ces deux alliés à s'entendre davantage. En 2023, il y a eu un sommet trilatéral aux États-Unis pour renforcer cette coopération de sécurité. Et aujourd'hui, en fait, il y a une dynamique propre à cette relation bilatérale Japon-Corée du Sud qui s'est mise en place et qui s'alimente à la fois d'une crainte liée à la menace nord-coréenne et à l'expansion chinoise d'un côté, et puis à des engagements, possibilités de désengagement américain de l'autre. Et ce qui était assez amusant, c'est de voir finalement la première ministre japonaise, Sanae Takaichi, qui a un profil plutôt nationaliste et qui pouvait faire craindre en fait une dégradation de la relation avec la Corée du Sud. Finalement, elle a pris un tour plutôt, elle a plutôt une approche extrêmement pragmatique en fait de cette relation. Et donc, elle a reçu le président coréen Lee Jae-myung au Japon il y a quelques semaines. Et pareil, elle a été très, très, très forte pour mettre en scène une relation de connivence. On a vu les deux leaders jouer de la batterie ensemble à un morceau de musique. Donc ça, c'était assez amusant de voir ça. Alors, quid de l'Europe? Est-ce que Ursula von der Leyen va jouer de la batterie avec Sanae Takaichi? Alors ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on a vu Sanae Takaichi fêter l'anniversaire de Giorgia Meloni et entonner une petite chanson en italien spécialement pour l'occasion. Donc voilà, ça c'était déjà pas mal. Et effectivement, l'Europe est devenue un partenaire stratégique de premier plan. Donc outre Giorgia Meloni, Takaichi a accueilli Keir Starmer récemment à Tokyo. Et simplement pour rappeler qu'avec ces deux pays, l'Italie et le Royaume-Uni, le Japon développe un avion de chasse de nouvelle génération. Donc c'est un projet industriel et militaire particulièrement ambitieux et qui montre le niveau de coopération très avancé. Alors avec nous, avec la France, on a une relation avec le Japon qui est assez étroite, qui est qualifiée de partenariat d'exception. Et la coopération de défense, notamment, est assez dynamique. Elle est marquée par des exercices conjoints très réguliers et sur des scénarios de plus en plus sophistiqués. Donc ça, c'est une dynamique qui va se renforcer. Le Japon est aussi un partenaire clé pour la diversification des chaînes de valeur, cette problématique de la sécurité économique qui est très forte. Et il y a des coopérations en matière de minerais critiques, notamment avec la France, qui ont été conclues ces dernières années. Et simplement pour mentionner que le président Macron devrait se rendre prochainement au Japon, ce qui devrait être l'occasion encore de renforcer le partenariat. Terminons, Céline, si vous le voulez bien, par l'économie. Après la large victoire du PLD, l'indice Nikkei s'est envolé, mais le marché obligataire s'est tendu et le yen s'est déprécié, ce qui est sans doute lié à tous ces investissements que vous venez de nous annoncer, alors que la dette publique du Japon est déjà extrêmement élevée. Donc comment expliquer cette réaction mitigée des marchés?
Oui, tout à fait, Marc, vous avez raison. La réaction des marchés, en effet assez contradictoire et en fait reflète l'ambivalence face à la ligne économique de Sanae Takaichi. Elle a été vraiment élue dans un contexte particulièrement tendu, marqué par une forte crise du pouvoir d'achat au Japon, un yen qui est affaibli depuis plusieurs années, une inflation qui est aussi très marquée. Et donc un exemple très concret, un symbole de ça, c'est le prix du riz qui s'est envolé et qui est allé jusqu'à doubler l'an dernier. Donc pour un pays comme le Japon, le riz, c'est comme le pain en France, donc c'est absolument très important. Et d'ailleurs, c'est sur ce thème en fait, du pouvoir d'achat, qu'elle a centré sa campagne. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'elle avait convoqué des élections anticipées. En fait, elle cherchait à avoir un mandat clair de la population pour rompre avec la politique d'austérité et relancer l'économie. Donc son programme repose sur une relance budgétaire assumée et un soutien à la demande intérieure. Et parmi ces mesures phares, elle a évoqué la suppression pendant 2 ans de la taxe à la consommation, qui s'élève à 8%, particulièrement sur les produits alimentaires. Donc ça, c'est une mesure qui peut sembler populiste. En réalité, c'est une mesure qui a été portée plus ou moins par tous les partis politiques durant la campagne, soit un abaissement, soit une suppression temporaire, voire illimitée de cette taxe à la consommation. Et effectivement, comme vous l'avez rappelé, ça intervient dans un contexte de dette publique massive. On parle de 230% du PIB au Japon. Et donc, résultat, les marchés sont partagés selon ceux qui le regardent. Certains anticipent un risque de dérapage budgétaire et s'inquiètent de la soutenabilité des finances publiques. Et d'autres, au contraire, saluent les perspectives de relance et les promesses d'investissement. Donc, les perspectives, peut-être, pourront se dégager dans les prochaines semaines avec l'adoption prévue du budget 2026 au Parlement japonais. Ce qui devrait être plus simple en France compte tenu de la majorité qui s'est dégagée des dernières élections. Céline Pajon et Marc Julienne, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire la note de Céline Pajon intitulée « Japon, le raz-de-marée Takaichi et le nouveau visage du pouvoir » qui est disponible sur le site internet de l'IFRI. Profitez-en aussi pour lire le briefing de Marc Julienne et Peter Chu sur la politique américaine envers Taïwan. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.